Eh ben, on va démarrer du coup. Merci beaucoup Nathalie Mettet. Donc Jamie Gourmaud, je suis ravi de vous accueillir dans cette belle ville de Bron pour cet événement. Hein. C'est la première édition de ce festival de sciences à Bron. Alors évidemment c'est difficile de vous présenter parce que tout le monde vous connaît déjà. Donc je risque de faire des bêtises en le faisant. Mais enfin je vais quand même tenter le coup. Depuis des années, vous pratiquez ce qu'on appelle la connaissance à la télé. Alors vos émissions, elles sont nombreuses, hein, et tout le monde les connaît. Il y a eu C'est pas sorcier, alors la plus connue, Les incroyables expériences, Le monde de Jamie. Alors vous avez fait un truc incroyable, c'est que pendant le confinement en 2020, vous avez lancé une chaîne YouTube pour dire finalement, il faut briser l'isolement, j'ai des choses à dire. Et cette chaîne YouTube, elle compte 835 000 abonnés, ce qui en dit long sur votre incroyable popularité. Et puis depuis lors, alors vous faites une émission quotidienne sur France 5 à 17h, 16h55 pour être précis, qui s'appelle, devinez comment, C'est Jamie. Et puis bien sûr, il y a plein de livres que vous avez publiés au fil du temps et qui sont ici. D'ailleurs, vous pouvez les dédicacer à ceux qui le souhaitent. Le dernier livre s'appelle Chez Jamie et non pas C'est Jamie. Chez Jamie, ce sont vos chroniques du confinement. Donc Jamie, vous êtes un honnête homme, curieux de tout, et vous êtes un homme, c'est ce que je trouve assez extraordinaire chez vous, il y a un côté Tintin qui est indéniable. Hein, on a la chance d'accueillir une sorte de nouveau Tintin, votre vie, c'est comprendre ce monde en voyageant, en allant sur le terrain. Alors, racontez-moi vos voyages. Un peu comme Tintin, mais vous aurez sûrement remarqué que j'ai emprunté la houppette de Tintin, les lunettes du professeur Tournesol et désormais la barbe du capitaine Haddock. Voilà, donc j'ai essayé de réunir tout le monde. Bon, c'est une bonne idée. Déjà, je voudrais vous dire que je suis très heureux de m'adresser à un public comme celui que vous composez parce que il y a devant moi des enfants qui ont 5-6 ans, d'autres un peu plus grands, des ados, il y a des parents et puis il y a aussi des grands-parents. Donc je vois là 3 générations et c'est exactement le public à qui j'aime parler. J'aime parler à la famille, j'aime parler aux personnes qui ensuite vont pouvoir échanger entre elles, poursuivre ce qu'elles ont vu ou entendu. Donc j'ai moi aussi l'impression d'être un peu en famille ici devant vous, et avec Christophe, on se connaît aussi puisqu'on a eu l'occasion d'échanger pas mal de fois ensemble. Absolument. Voilà, et donc j'en ai oublié ta première question. Et donc ma question c'était, on va essayer de parler de la science bien sûr, oui. Et alors le thème de notre festival, c'est qu'on a 48 heures pour sauver la planète, et donc on se dit mais alors s'il faut sauver la planète, c'est que cette planète va mal. Alors est-ce que c'est vrai que cette planète va mal, et si cette planète va mal, est-ce que ça y est, c'est fini, on peut plus rien faire, on va rentrer chez nous et puis on va regarder la télé finalement, ou est-ce que il y a des choses à faire? Est-ce qu'on peut sauver la planète? Et Jamie, vous avez parcouru le globe, vous êtes allé un peu partout. Quelles leçons avez-vous tirées de ces voyages que vous faites régulièrement, que ça soit en France d'ailleurs, puisque je crois que demain vous allez à Biarritz pour observer le recul des côtes. Vous savez qu'avec le réchauffement climatique, la mer gagne du terrain. Alors les gens qui avaient acheté des maisons superbes au bord de la mer, ils commencent à être un peu inquiets parce que leurs maisons, elles sont de plus en plus près de la mer, si vous voulez. Et évidemment, c'est là un phénomène très inquiétant. Parle-nous de ces voyages. Et est-ce que tu peux peut-être nous dire, Jamie, tu vois, je te tutoie déjà, ça y est, j'ai oublié que je devais vous voyez, nous dire ce que tu as vu qui t'a inquiété lors de ces voyages. Alors, effectivement, la planète ne va pas très bien. Effectivement, le réchauffement climatique est à l'œuvre et j'ai pu, à travers différents voyages, le constater avec émotion parfois. Je cite souvent l'exemple que vous connaissez sûrement parce qu'on n'en est pas très loin, et pour moi c'est l'un des exemples les plus marquants, c'est celui de la mer de glace. Je suppose que dans la salle, beaucoup d'entre vous ont eu la chance de s'approcher de la mer de glace, peut-être d'aller marcher sur ce glacier. Il se trouve que depuis que j'ai commencé à faire de la transmission de connaissances, eh bien,
j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois sur cette mer de glace. La première fois, c'était en 1995. Déjà, on parlait de réchauffement climatique. Déjà, les scientifiques qui m'accompagnaient me montraient des marques en me disant, ben voilà, il y a 20 ans, il y a 100 ans, c'était à ce niveau. Mais j'avais du mal à réaliser. J'y suis allé donc en 1990, en 1995, j'y suis retourné en 2000, j'y suis retourné en 2005, en 2014 et il y a un peu plus d'un an. Je peux vous promettre que la dernière fois que j'y suis allé, j'ai eu un véritable choc parce que quand on va sur la mer de glace, aujourd'hui, il y a donc, on prend un télécabine, on arrive à un escalier, puis on descend cet escalier. 550 marches aujourd'hui pour atteindre le glacier et il y a des petits écriteaux au fil de la descente où on voit le niveau auquel était le glacier lors des années précédentes. Et quand je suis arrivé au niveau de 1995 et que j'ai vu le vide qu'il y avait devant moi, ça m'a fait un choc. Parce que en une dizaine d'années, le glacier a perdu plus de 100 mètres. Vous me disiez 130 mètres. 130 mètres, c'est énorme. J'y suis allé en 2014 et même entre 2014 et 2020, il y a une différence. Donc ce réchauffement climatique, il n'est plus du tout question de le remettre en question. Il est là. Je l'ai vu donc à travers ce glacier. Je l'ai vu aussi, j'aime beaucoup la montagne, je l'ai vu aussi en me baladant dans les Alpes avec des scientifiques qu'on appelle des géomorphologues, donc qui observent l'évolution de la montagne à travers le temps. C'est vrai que lorsqu'on parle de réchauffement climatique, on parle très souvent de la neige, de la glace, des glaciers, du recul des glaciers. Il y a un élément que l'on évoque moins, mais qui est pourtant très impactant sur les paysages, c'est la fragilité justement des reliefs. En 2005, quand vous êtes à Chamonix, vous voyez depuis Chamonix le massif des Drues, et il y avait jusqu'en 2005 un pilier qu'on appelait le pilier Bonatti, qui était une voie assez compliquée et qui avait donc été réalisée par un Italien, Bonatti, donc. Et donc le pilier avait été baptisé du nom de cet alpiniste. Eh bien, ce pilier s'est en partie effondré en 2005. 290 000 mètres cubes de roches se sont effondrés. C'est l'équivalent du volume de pierre de l'Arc de Triomphe. C'est juste pour vous donner un petit peu une idée de ce qui s'est décroché. Et cette masse de roches s'est décrochée tout simplement parce que il faut savoir que nos roches, elles tiennent grâce à ce que l'on appelle le permafrost. Ça, c'est le mot anglais. En français, on dit le pergélisol. En fait, la roche, elle est cimentée par de la glace à l'intérieur. Il y a des petites fissures dans la roche. Et puis, il y a de l'eau qui a gelé. Et cette eau gelée, cette glace, elle cimente la roche. Et bien évidemment, avec le réchauffement climatique, eh bien, ce ciment disparaît et la roche est fragilisée. Et donc, elle part en lambeaux, en grands lambeaux. Donc, j'avais vu cela dans les années 2010, quand j'y suis retourné là récemment, je me baladais avec Ludovic Ravanel, donc un scientifique, un géomorphologue, et on était au pied de l'aiguille du Midi et on regardait devant nous. Et lui, qui sait parfaitement bien lire le paysage, me montrait des traces et on voyait effectivement plein de zones beaucoup plus claires. Eh bien, ces zones marquaient des pans de roches qui se sont effondrés. Je vous raconte ça parce qu'il y en a encore aujourd'hui qui doutent du réchauffement climatique. Il est indéniable aujourd'hui. Et surtout, je vous le raconte parce que quand on parle de réchauffement climatique, quand on habite en plaine, à Lyon, on s'en rend difficilement compte.
Et d'une année sur l'autre, on a du mal à mesurer ce réchauffement, on a du mal à le ressentir. On le ressent en fait dans les milieux plus extrêmes, à la montagne, avec les exemples que je vous décrivais, ou en bord de mer, avec le recul des côtes dont parlait Christophe il y a quelques instants. Donc ça, c'est le constat. Après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on se dit, on baisse les bras, il n'y a plus rien à faire, c'est irrémédiable? Je ne pense pas. Enfin, quand je dis je ne pense pas, évidemment, ce que je vais vous dire là dans les minutes qui vont venir, c'est mon opinion. Il ne s'agit pas d'études qui ont été réalisées. Je suis là pour témoigner de ce que je vois, de ce que je lis, mais en aucun cas je serai légitime pour vous dire voilà exactement ce qui va se passer. Je vais essayer de témoigner de ce que je vois ou de ce que j'ai lu ou de ce que m'ont dit des personnes, des spécialistes que j'ai pu rencontrer lors de mes différents reportages. En fait, il y a effectivement ce réchauffement climatique qui impacte nos paysages, qui va impacter nos vies. Les températures vont augmenter. Espérons que cette augmentation soit contenue. Alors, on a beaucoup parlé de 1,5 degré, 2 degrés. Aujourd'hui, on dit qu'on va plutôt vers 2,7 degrés, mais si on se débrouille bien, on pourrait plutôt se rapprocher de 2 degrés, et il faut l'espérer. Moi, j'ai l'impression, le sentiment que l'on peut y arriver. Alors, je ne suis pas naïf. Je sais que ce n'est pas gagné d'avance. Mais je ne suis pas pessimiste. Je suis inquiet, mais optimiste. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a tous pris conscience de ce qui nous attend. Tous, vous dans cette salle, mais aussi aujourd'hui des décideurs, des opérateurs, des gens qui sont capables de pousser les curseurs pour qu'on agisse. Alors ça ne va pas se faire en claquant des doigts, mais on dispose aujourd'hui d'un panel de solutions qui peuvent nous permettre d'éviter que la machine ne s'emballe trop. Je vais vous citer un exemple. Vous avez sûrement entendu parler lors des dernières semaines de ces fameux scénarios RTE, les 6 scénarios qu'on nous propose pour... Il faudrait peut-être traduire RTE. Voilà. Alors, RTE, c'est l'organisme, l'entreprise qui distribue l'électricité en France. Et cet organisme a étudié la manière dont on pourrait être alimenté en électricité dans les années à venir. Et ils ont bâti 6 scénarios pour qu'on soit alimenté en électricité. Il y a 6 scénarios qui envisagent 100% d'énergie, 3 scénarios qui envisagent 100% d'énergie renouvelable et 3 scénarios qui intègrent de l'énergie nucléaire. Mais ce qui est important, c'est qu'un opérateur comme celui-ci tire la sonnette d'alarme. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que jusqu'à présent, des organismes comme celui-ci ne s'exprimaient pas. Aujourd'hui, cet organisme dépose sur la table 6 scénarios que nous allons devoir choisir. Quand je dis nous, que notre État va choisir. Mais c'est bien la preuve qu'il y a une prise de conscience et que l'on propose des solutions pour aller vers une décarbonation de la production de notre énergie. Tu me parlais j'étais très surpris, de l'iPhone 13. Qu'est-ce qu'il a, l'iPhone 13, de particulier?
Alors, je t'ai parlé de l'iPhone 13 parce que dans le panel de solutions que nous avons, parce que j'essaie c'est pas j'essaie, mais quand je regarde ce qui se passe autour de moi, je vois des solutions pointées. Il y a quelque temps, une quinzaine de jours, je suis allé tourner dans une entreprise qui se trouve en Normandie, qui s'appelle Morphosis. C'est une entreprise géniale. Et c'est normal, elle a été montée par un ingénieur. Cette entreprise, elle s'est montée il y a une petite dizaine d'années. Ils étaient 3 à bosser au départ et aujourd'hui, ils sont une centaine. C'est une entreprise qui recycle du matériel informatique, des écrans, des téléphones. C'est une entreprise qui aujourd'hui récolte chaque année à peu près 10 000 tonnes d'écrans ou téléphones et qui recycle, une entreprise d'où sortent chaque année 8 500 tonnes de matériaux qui vont servir au recyclage. Vous vous rendez compte? Ils reçoivent 10 000 tonnes et ils vont produire 8 500 tonnes de matériaux. C'est quand même assez génial. Et parmi ces matériaux, il y a des métaux rares, il y a des terres rares qui sont utilisées pour refabriquer des téléphones ou d'autres matériaux. Ça veut dire que si on fait un peu attention, eh bien, les téléphones que l'on a tous dans nos poches ou dans nos tiroirs, d'ailleurs, il faut cesser de les garder dans nos tiroirs, il faut les recycler. Ça veut dire qu'il y a des solutions. Alors vous allez me dire, c'est pas en allant conduire son téléphone qu'on va sauver la planète. Oui, mais en faisant une foule de petits gestes comme ça et en montrant à nos décideurs que c'est ce que l'on veut, eh bien, les décideurs vont prendre des solutions. Je crois que tous les décideurs observent en permanence ce qui se passe dans la société. Alors la société a besoin de décisions, mais les décideurs s'inspirent aussi de ce que l'on veut faire. Et plus on sera nombreux à accomplir ce genre de gestes, à montrer que c'est la société vers laquelle on veut aller, eh bien, plus les décideurs seront amenés à prendre ce genre de décisions pour répondre à ce que l'on souhaite. Et donc l'iPhone? Alors l'iPhone, je reviens à l'iPhone. Quand même. J'ai parlé de la société Morphosis. Pourquoi l'iPhone? Parce qu'aujourd'hui, cet iPhone 13, les aimants qui sont utilisés à l'intérieur de cet iPhone 13, eh bien, sont tous produits à partir de terres rares recyclées. Donc, ça montre bien que des technologies sont là et que l'on peut faire des choses. Et que ce n'est pas perdu. Juste un petit mot aussi à propos de cet iPhone 13, un petit mot à propos d'Apple, par exemple. Cette société a quand même réussi en quelques années à diminuer de 40% ses émissions de CO2. Et ils n'ont pas envie de s'arrêter là. Donc, il y a des solutions. Il y a des solutions même lorsque de grandes décisions, même lorsque des normes ne sont pas prises. On voit aujourd'hui un vrai bruit de fond, me semble-t-il, qui va dans cette direction. Je cite souvent une entreprise qui s'appelle Cantis, dont le travail est destiné à aider les entreprises à diminuer leurs émissions de CO2. Cette entreprise employait 20 personnes il y a un an. Elle en emploie 200 aujourd'hui. Si elle en emploie 200, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui se sont inscrites dans cette démarche de réduction des émissions de CO2. Et il le faut, puisque je vous rappelle que les objectifs
de l'Europe, les engagements de l'Europe, c'est de réduire de 55% nos émissions de CO2 d'ici 2030. Et ça, c'est très, très intéressant. Parce que jusqu'à présent, on se projetait toujours à 20, 30 ans. Se projeter à 20, 30 ans, on oublie. Moi, dans 20 ou 30 ans, je ne sais pas si je serai encore là. En revanche, dans 8 ans, il y a de fortes chances que je sois encore là. Et l'année prochaine, je serai là pour voir ce qui a été fait. Parce que réduire de 55% en 8 ans, ça veut dire réduire en moyenne de 7%. Alors ça ne veut pas dire que si l'année prochaine on n'a pas atteint les 7%, c'est grave. Si on a atteint 3% et qu'on entre dans une dynamique, ensuite c'est exponentiel. La première année c'est 3%, la deuxième année c'est 5%, la troisième année c'est 8%, la quatrième 9%, etc., etc. Mais de toute façon, aujourd'hui, nous allons avoir des rendez-vous beaucoup plus réguliers et beaucoup plus rapides qui vont nous permettre de voir là où on va. Alors, Jamy, on sait que les voitures polluent, on sait que les avions polluent, on sait que les usines polluent, mais on parle aujourd'hui d'un phénomène nouveau. On dit, mais vous savez-vous, Internet pollue. Comment est-ce que tu peux nous expliquer comment le web peut être polluant ? Parce que le web, après tout, on est sur un écran, on n'a pas l'impression de polluer quand on s'en sert. Alors, le web pollue de deux manières. D'une part, au moment de la fabrication des appareils. Dans un smartphone, il y a l'équivalent de 20 métaux différents. Donc, il faut produire ces métaux. Donc, pour produire ces métaux, eh bien, il y a des aciéries spécialisées qui produisent ces métaux. Il y a du plastique, il y a du verre, enfin, différents composants, etc., qui sont produits par des usines qui émettent du CO2. Et puis ensuite, il y a l'utilisation de nos smartphones ou de nos écrans. Deux façons aussi de polluer à ce stade. D'une part, quand on utilise un smartphone ou un écran, eh bien, on consomme de l'énergie. Cette énergie, alors en France, on a une énergie qui est essentiellement décarbonée, mais dans beaucoup de pays, l'énergie n'est pas décarbonée. Et puis ensuite, et c'est là où il y a une quantité énorme d'émissions de CO2, c'est sur le stockage des données. Toutes les données que nous avons sur nos smartphones, sur nos écrans, sur nos ordinateurs, elles sont stockées dans ces fameux data centers dont vous avez entendu parler. Ces data centers produisent énormément de chaleur et donc il faut les refroidir. Et pour refroidir ces data centers, eh bien, on va faire fonctionner d'énormes blocs de climatisation. Or, beaucoup de data centers sont installés dans des pays, des régions où l'électricité qui est utilisée pour faire fonctionner ces blocs de clim, cette électricité est produite à partir de charbon ou de pétrole. Donc, au bout du compte, le stockage de ces données va émettre du CO2. Alors, comment arrêter ça ? Eh bien, la solution, c'est d'une part, alors il y a plusieurs leviers. Déjà, on peut parler de ce que nous faisons. Premier volet, je vous ai parlé de la fabrication de nos smartphones. Il y a déjà un levier sur lequel on peut jouer, c'est la durée de vie de nos smartphones. Je ne sais pas si vous avez une idée de la fréquence à laquelle nous renouvelons nos smartphones en France. En moyenne, tous les 20 mois. C'est très peu, 20 mois. Quand on sait qu'au bout du compte, un smartphone peut vivre très facilement 4, voire 5 ans. J'en ai moi-même fait l'expérience plusieurs fois. Alors, on peut le faire vivre longtemps en respectant certaines petites règles. En chargeant son smartphone quand la batterie atteint 20%, pas avant, pas après. En évitant d'utiliser son smartphone quand il est branché.
Déjà là, on va pouvoir le faire vivre un peu plus longtemps. On peut agir aussi sur le fameux stockage de nos données. On le dit souvent, il faut vider nos corbeilles. Tout ce que vous avez dans vos corbeilles, tant que ce n'est pas vidé, c'est stocké quelque part dans un data center. Et en ce moment même, eh bien, il y a des clims qui tournent pour réfrigérer les data centers, qui stockent des informations que vous avez dans votre poubelle. Donc il faut vider tout ça. Après, on sera toujours obligé de refroidir ces data centers. Et on accède à un troisième niveau, c'est la production d'électricité. Cette production d'électricité, eh bien, il va falloir la décarboner. Alors, c'est typiquement les 6 scénarios qui ont été proposés par RTE. Des scénarios de production d'électricité décarbonée, soit avec du renouvelable et que du renouvelable, soit avec du renouvelable et du nucléaire. Et faire en sorte que dans les pays qui aujourd'hui produisent de l'électricité avec des énergies fossiles, eh bien que eux aussi se tournent petit à petit vers de l'électricité produite à partir d'énergies décarbonées. Alors vous dites aussi quelque chose, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand on parle de la pollution, on dit toujours le plus gros pollueur du monde. Alors, et on parle souvent des États-Unis, mais on dit aussi la Chine. La Chine, et c'est vrai qu'il pose problème parce que quand il y a des COP21, les Chinois ne viennent pas ou refusent de participer ou ne signent pas les accords parce que ils veulent continuer à produire un maximum sans être bridés par les normes environnementales. Or, vous faites une remarque, Jamy, qui est intéressante. Vous dites pourquoi en fait, c'est nous qui sommes responsables. Parce qu'au départ, nous, les Occidentaux, on a délocalisé nos usines en Chine. Et pourquoi ? Parce qu'on pouvait produire à bas coût. De sorte qu'en Chine, finalement, c'est de notre faute si la Chine est aujourd'hui un tel pollueur d'une certaine façon. Est-ce que c'est le cas ? Alors, la Chine représente aujourd'hui 28% des émissions de CO2. Nous, Français, nous produisons environ une dizaine de tonnes de CO2 par individu. Ces 10 tonnes, sur ces 10 tonnes, il y en a 5 qui sont produites sur le territoire. Et puis il y en a 5 qui sont produites ailleurs, en Chine principalement, en Inde, au Pakistan, Bangladesh, etc., etc. Chaque fois que l'on achète un t-shirt, une paire de chaussures, quoi que ce soit, n'importe quel objet fabriqué en Chine, il faut se dire que pour fabriquer ce produit, eh bien, il a fallu émettre du CO2 et que ce CO2 a été émis en Chine. Donc nous avons déporté, en quelque sorte, une partie de nos émissions de CO2. Alors encore une fois, on peut se poser la question, mais comment on va résoudre le problème ? Et pourquoi, comment je peux être optimiste devant une telle situation ? Avec notamment ce qui s'est passé, ce qu'a fait la Chine lors de la dernière COP26. Déjà, lors de cette COP26, on a reconnu le rôle des énergies fossiles. C'est un premier pas. Alors vous me dites, c'est pas grand-chose, tout le monde le sait. Oui, mais une COP26, c'est pas fait pour résoudre les problèmes directement. L'environnement, c'est devenu un sujet diplomatique. L'important, c'est que les gens parlent, qu'ils sachent ce qui se passe ici ou là, et on fera bouger les choses. Mais on les fera bouger d'abord ici, avant de les faire bouger là-bas. Les Chinois, ils se disent quoi ? Ils se disent que il faut qu'ils produisent pour alimenter nos marchés. Et puis ils se disent qu'ils ont entendu parler, eux-mêmes cherchent des solutions de captation du carbone. Mais ils se disent, tiens, mais finalement, si on continue à construire nos centrales à charbon, et que demain, dans 5 ans, 10 ans,
on trouve des solutions à bas coût pour capter le carbone, eh ben on est tranquille. Si, avec un gros si. Alors on peut espérer effectivement que demain on trouve une solution à bas coût pour capter le carbone, qui existe d'ailleurs, mais qui sont très chers. L'autre voie, c'est qu'il se passe avec le carbone, comme il est en train de se passer avec certains produits qui vont être interdits d'entrer sur le territoire européen parce qu'ils sont liés à la déforestation. On peut imaginer que dans quelques années, je ne dis pas demain, eh bien on fasse un peu la même chose avec le carbone. Et qu'on dise, bah écoutez, non, n'entre plus sur notre territoire des produits qui sont liés à l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone. Donc voilà, ce sont des voies. Jamy, il y a une question que j'aimerais te poser. Il y a aujourd'hui un certain nombre de scientifiques qu'on appelle les collapsologues, qui sont des scientifiques très sérieux, qui publient des livres très sérieux, avec beaucoup d'arguments, pour dire, vous savez, au rythme où ça va, en 2030, tout va s'écrouler. Alors, c'est un peu vague la façon dont ils disent tout va s'écrouler, parce que est-ce que c'est l'économie qui va s'écrouler? Certains disent la société va s'écrouler, Internet ne fonctionnera plus, on n'aura plus d'électricité, on n'aura plus rien à manger. Alors, c'est quand même inquiétant. Il y a beaucoup d'enfants ici ou de gens très jeunes qui se disent bah, moi, j'ai pas envie de me retrouver dans la famine en 2030. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces collapsologues qu'on entend beaucoup? Qu'est-ce qu'il faut penser de ces propos et de cette espèce de barrière de 2030 qu'ils ont établie? Alors encore une fois, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ah oui. Moi, ce n'est pas ce que je pense. Et si c'était ce que je pense, je ne serais pas là. J'ai l'intime conviction que nous avons des solutions pour toutes les raisons que j'ai exposées tout à l'heure, pour tous les signes, pour toutes ces tendances de fond qui sont là. Je pourrais en citer d'autres. Juste un autre petit exemple. La société Renault, par exemple, le constructeur automobile Renault, qui envisage, l'objectif, c'est de vendre 90% de voitures électriques en 2030. Donc vous voyez, et ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire que c'est déjà entériné. C'est-à-dire que on sait déjà que demain, les lignes de production seront des lignes de production de voitures électriques. Ça ne s'improvise pas. Donc, il y a déjà un mouvement plus que de fond pour corriger le tir. Qui est là. Voilà. Et je ne crois pas à l'effondrement de notre société parce que je crois que par le passé, notre société a été confrontée à d'autres crises et que nous nous en sommes sortis. On évoquait d'ailleurs tout à l'heure, en discutant, au XVIIIe siècle, lorsque la demande d'acier et de fonte a commencé à augmenter en Europe, eh bien, nos forêts étaient très mal en point. La forêt anglaise a failli disparaître. La forêt française a failli disparaître, aurait disparu si on avait continué à produire de l'acier et de la fonte comme on le faisait à l'époque. Parce que pour faire fonctionner les hauts fourneaux, qui n'étaient pas encore vraiment des hauts fourneaux, mais pour faire fonctionner les forges, on utilisait du charbon de bois. Et pour produire ce charbon de bois, eh bien, on abattait les forêts. Et la forêt anglaise, avant la forêt française, était très mal en point. Et bizarrement, c'est la houille, c'est le charbon qui est venu sauver la forêt. Grâce au charbon, à cette époque, eh bien, on a pu répondre à la demande de fonte et d'acier et sauver la forêt. Alors, ça ne veut pas dire, bien évidemment, que le charbon est aujourd'hui une solution. Évidemment que non, il faut bannir
les énergies fossiles. Mais vous voyez que face à une crise, eh bien, jusqu'à présent, on a réussi à trouver des solutions. Et les solutions, au XVIIIe siècle, elles ont été trouvées par la technologie, puisque c'est la technique, cette technologie, ce progrès qui a permis de sauver notre forêt. Et il me semble aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe dans les laboratoires, quand je regarde les innovations, que des portes sont en train de s'ouvrir. Je vous parlais il y a quelques instants de la captation de carbone. Aujourd'hui, ce sont des procédés que l'on connaît. On ne les maîtrise pas, mais on les connaît. Ils coûtent encore très cher. Capter 1 tonne de carbone aujourd'hui dans l'atmosphère, ça coûte 600 €. Acheter 1 tonne de carbone sur le marché du carbone, ça en coûte 60. Donc on a plus intérêt à acheter du carbone qu'à aller le capter. Ça coûte 10 fois moins cher. Mais si demain, cette captation devient plus simple et moins chère, alors on aura des solutions. Et le principe d'ailleurs est très intéressant parce que souvent on dit oui, mais qu'est-ce que vous allez en faire de ce carbone? Eh bien aujourd'hui, il y a un procédé qui a été mis au point qui permet de transformer ce carbone en carbonate, c'est-à-dire en un minéral, une minéralisation. C'est exactement le même procédé qui se passe dans les océans où le carbone qui est capté dans l'atmosphère est minéralisé. Aujourd'hui, on sait le faire, mais ça coûte très cher. Mais le jour où technologie, politique et administration vont bien s'accorder, eh bien ces solutions peuvent être mises en place. Alors j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération ou des nouvelles générations aujourd'hui qui sont conscientes de ça, du fait qu'on a un destin collectif, qu'il ne faut pas louper le coche, qu'il faut qu'on fasse très attention. Mais pendant des années ou même peut-être des siècles, en fait, nous les humains, on a été très inconscients. Tu me parlais tout à l'heure de l'île de Pâques. Alors l'île de Pâques, vous savez, cette île au large du Chili, très belle, il y a des statues un peu mystérieuses, les gens vont les visiter. Mais tu me faisais une remarque sur l'île de Pâques en me disant, mais sur l'île de Pâques, il n'y a plus aucun arbre. Oui, on a coupé les arbres. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi on l'a fait sur l'île de Pâques. Mais on a fait exactement la même chose, beaucoup moins loin. Je ne sais pas si vous connaissez l'île de Malte. Hein. Il y a trois îles. Il y a Malte, il y a Gozo et Comino. Mais sur les îles de Gozo et Comino, il n'y a plus un seul arbre. Et on sait que les arbres ont été coupés plutôt pour fabriquer des bateaux que pour produire de l'énergie. Est-ce que c'est de l'inconscience? Nul ne le sait. Moi, j'ai toujours du mal à montrer du doigt ceux qui m'ont précédé. Je pense que on fait à un moment ce que l'on semble être le plus juste pour la société dans laquelle on vit. Alors certes, avec les émissions de carbone, il aurait fallu réagir plus tôt et on avait la possibilité de réagir plus tôt. Mais bon, une fois que c'est dit, on va s'arrêter. Et puis, on regarde devant. Mais ok, on aurait pu réagir plus tôt. Alors, pendant des dizaines et des dizaines d'années, les écolos ont dit, et puis pas que les écolos, il y avait l'opinion publique disait, mon Dieu, quelle horreur les centrales nucléaires. On se souvient de Tchernobyl, on se souvient de l'angoisse qu'on pouvait avoir, le fait que ça fait peur. Et aujourd'hui, en 2021, il y a tout un courant, même avec des écologistes parmi eux, qui disent le seul moyen de trouver une énergie propre, alors il faudrait savoir, c'est le nucléaire. Qu'est-ce que tu penses de ce revirement ? Alors c'est vrai que le nucléaire est un sujet polémique. Là, je vais vraiment vous livrer ce que je pense personnellement. Et encore une fois, ce que je dis n'est que personnel.
individuellement, de quoi ai-je envie? J'ai envie que demain, mes petits-enfants vivent dans un monde où la température n'aura pas trop augmenté. Aujourd'hui, quelle solution, et dans un monde où la température n'aura pas trop augmenté, ou aussi dans un monde où finalement ils pourront accéder à des services identiques à ceux auxquels on accède aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui me permettre d'atteindre ce niveau dans les quelques décennies à venir? Il y a bien sûr les énergies non renouvelables, mais sauf si demain on me montre et on prouve que sans nucléaire on peut y arriver, eh bien, ok, on fait sans nucléaire. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas gagné. Évidemment, dans un monde idéal, on voudrait se passer du nucléaire. Évidemment qu'on voudrait s'en passer. Mais comment réussir, sans ce nucléaire, à vivre exactement comme nous vivons aujourd'hui? Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vers la sobriété. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer les énergies renouvelables. Bien au contraire. Et d'ailleurs, dans le scénario le plus nucléaire d'RTE, il y a 50% de renouvelables. Et puis, dans deux autres, il y a les 2/3 de renouvelables. Et bien évidemment que si demain on réussit à avoir des panneaux solaires d'un rendement qui aujourd'hui, quand on est au maximum, tourne plutôt aux alentours de 16-17%, mais le jour où on aura des panneaux solaires qui auront un rendement de 30-40%, là, on n'aura plus besoin du nucléaire. Et puis le jour aussi où on aura résolu le problème du stockage de l'électricité, eh bien on n'en aura plus besoin non plus. Alors ce sont des recherches qui se poursuivent, mais aujourd'hui, moi ce qui m'importe, c'est que ce thermomètre cesse d'augmenter et de tout faire et de choisir les solutions les plus sûres pour qu'il n'augmente pas trop. Alors ça sera peut-être ma dernière question avant de donner la parole à nos amis, bien sûr, ici, qui ont sûrement plein de choses à te demander. Tout simplement, cette question, c'est notre sujet à Bron, c'est que faut-il faire pour sauver la planète? Alors j'ai envie de te demander très humblement, à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sauver la planète? Nous, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Nous, on peut faire plein de choses. On peut faire plein de petites choses. Mais évidemment, ça ne suffira pas. Mais on doit commencer par ça. Parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Notre comportement, notre envie de respecter l'environnement, c'est ce qui va guider nos dirigeants à aller vers telle ou telle solution. On peut faire plein de choses, tout en conciliant, parce que ce qui est compliqué dans notre société, c'est que il faut réussir à concilier l'augmentation des températures ou l'arrêt de l'augmentation des températures et notre pouvoir d'achat. Et il faut réussir à lier les deux. Mais je crois qu'hier, il y a eu des débats autour de ce sujet, mais les deux sont directement liés. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire attention à ce qui se passe dans notre cuisine. Mais qu'est-ce que la cuisine vient faire là-dedans? Vous savez que 1/3 de la nourriture que nous consommons est jetée à la poubelle. 1/3 de la nourriture que nous produisons est jetée à la poubelle. Nous jetons tous, en moyenne, 160 kg de nourriture par an. Faites le calcul pour une famille de 4 personnes, ça fait quelques kilogrammes. On peut faire un peu plus attention à l'origine des produits que nous consommons, faire attention
à l'origine du jean que nous portons, à l'origine du pull, du caleçon et des chaussettes également. Voilà. On peut faire attention, je ne sais pas s'il y en a qui, chez vous, ont un jardin. On peut faire du compost. Alors voilà un truc extraordinaire. On jette, je crois que le volume de nos poubelles, c'est pas je crois, c'est j'en suis sûr, un tiers du volume de nos poubelles est composé de déchets verts. C'est quoi un déchet vert? C'est à 98% de l'eau. On met de l'eau dans un sac poubelle que l'on envoie dans une déchetterie qui va utiliser de l'énergie pour transformer cette eau en vapeur. C'est quand même un non-sens. Donc, on fait attention à notre nourriture, on en jette moins. On fait du compost, on ne transforme plus de l'eau en vapeur. Eh bien déjà là, vous allez voir que individuellement, notre tonne de CO2, nos 10 tonnes de CO2, elles vont petit à petit diminuer. Peut-être aussi qu'il faut se poser la question sur notre alimentation. Il ne s'agit pas de devenir vegan ou végétarien, mais est-ce qu'on ne consomme pas un peu trop de protéines animales? Sûrement que oui. Je veux dire, d'après l'OMS, 40 grammes par jour, ça le fait. Faites le compte. Et vous allez voir que là, nos 10 tonnes, elles vont également baisser. Quand on peut, on va vers un véhicule qui consomme moins d'énergie. Quand on le peut. En sachant qu'aujourd'hui, évidemment, la voiture électrique, elle reste encore assez chère, mais il y a sur le marché des voitures qui arrivent. La voiture comme la Dacia Spring, par exemple, qui est à moins de 10 000 €, devient un véhicule électrique accessible. Et là, vous allez encore faire descendre vos 10 tonnes. Et si après vous faites attention à l'origine des produits que vous consommez, vous allez les faire descendre encore. Je pense que sans trop changer notre mode de vie, on peut facilement passer de 10 à 6, 7. Mais déjà, c'est énorme. Si déjà on fait ça, on a fait un énorme pas et on a montré à nos dirigeants vers quoi on veut aller. Ce qui est compliqué dans cette histoire, c'est que lorsque le prix du lait bio augmente de quelques centimes, le consommateur se retourne vers un lait conventionnel et nos producteurs de lait bio se retrouvent avec du lait sur les bras et sont obligés de le vendre auprès du lait produit dans des fermes conventionnelles. Et là, tous les efforts sont ruinés. Donc ça veut dire que tout le monde a quelque chose à faire. Et ce que nous ferons, orientera, je pense, nos dirigeants vers les bonnes décisions. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à Jamy Gourmaud? Il y a plein d'enfants là au premier rang qui ont des questions à poser. Là. Plein. Alors là, j'en ai deux là devant moi. 3. Alors, on va commencer par le premier qui a voulu parler, puis toi après, puis toi ensuite. Oui. Alors, on t'écoute. Comment, quand on pollue, la Terre elle peut se réchauffer? Quand on jette des papiers par terre, ça pollue, mais comment la Terre elle se réchauffe? Comment la Terre se réchauffe? Tu veux parler de l'effet de serre, c'est ça? Alors, l'effet de serre, c'est un phénomène qui nous permet d'ailleurs de pouvoir vivre sur la Terre. S'il n'y avait pas d'effet de serre, il faut savoir que la température sur Terre serait de moins 18 degrés. Donc ce serait, serait 18 degrés en dessous de la moyenne que nous avons aujourd'hui. Donc la Terre serait invivable.
comment ça fonctionne l'effet de serre? Il y a des gaz dans l'atmosphère, les fameux gaz à effet de serre. Alors il y a de la vapeur d'eau, il y a du CO2, d'autres gaz. La lumière du soleil traverse ces rayons, traverse l'atmosphère, elle traverse tous ces gaz, elle arrive sur la Terre. Les rayons infrarouges ces rayons vont réchauffer la Terre. Ça va produire des rayons infrarouges. Ces rayons infrarouges, ils vont repartir dans l'autre sens, sauf que quand ils arrivent au niveau de ces gaz à effet de serre, eh bien, une partie est piégée. Elle ne peut pas repartir dans l'autre sens. Et plus on va émettre de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, eh bien, plus cette barrière, elle va être étanche et moins ces rayons infrarouges pourront repartir dans l'espace. Et donc, ça va chauffer. Est-ce que c'est clair? Alors, une autre question. Tu voulais poser une question, je crois, non? Alors, oui, allez-y, alors je vous laisse faire. Bonsoir, Jamy. Bonsoir. Je sais pas si on Parlez m'entend. plus fort. fonctionne, ça Parlez plus fonctionne. fort. Moi, j'avais une question concernant les solutions que vous nous avez exposées. Comment fait-on pour nous, les jeunes générations, pour être optimistes quand on nous propose des solutions qui sont parfois juste pas de résoudre le problème, mais de le décaler? Alors, comme les voitures électriques, les éoliennes qu'on va enterrer après, etc. Alors, d'une part, ce qu'il faut savoir, c'est que pour un constructeur automobile, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué parce qu'on lui parle de fabriquer des voitures électriques. À une époque, c'était des voitures à hydrogène. Il y a eu les véhicules hybrides, vers les véhicules fonctionnant au carburant à l'éthanol. Donc, c'est quelle technologie vers quelle technologie le constructeur va devoir s'orienter dans les années à venir. Parce que mettre en place une chaîne de fabrication, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il semblerait aujourd'hui que le sens de l'histoire nous emmène vers l'électrique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Renault a prévu en 2030 de vendre 90% de véhicules électriques. Donc cette voie, de ce côté-là, elle est prise. Donc, je pense qu'on ne peut plus dire aujourd'hui « Ah, mais on ne sait pas vers quel véhicule aller ». Je crois qu'on va vers le véhicule électrique. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on soit en mesure de faire des véhicules électriques qui soient accessibles. Parce qu'encore une fois, il faut trouver ce compromis entre émissions de CO2 et pouvoir d'achat. Donc, moi, je crois que c'est cette solution de véhicule électrique, elle est aujourd'hui actée. Parmi les autres solutions que je vous ai que j'ai évoquées, il y a des solutions très concrètes, mais il y a ces fameuses tendances de fond dont je vous ai parlé. Évidemment, on voudrait que les choses se passent en claquant des doigts. Il ne faut jamais oublier, alors il faut aller vite, il faut faire vite. Mais, et je sais, et je comprends, j'entends ce discours, j'entends Greta Thunberg qui dit « il faut aller vite, il y en a ras-le-bol du blabla, il y en a ras-le-bol du blabla ». Sauf qu'on est dans un monde où on ne peut rien faire si on ne s'entend pas les uns les autres. Et la Chine a pris la décision qu'elle a prise. Mais encore une fois, je vous dis, si dans 5 ans, des normes sont imposées pour interdire certains produits qui sont générateurs de CO2, eh bien on aura des résultats. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est plus que sur la bonne voie. Et les échéances, désormais, sont annuelles. Encore une fois, je vous dis, imposer, décider, s'engager à réduire de 55% les émissions de CO2 d'ici 2030, ça veut dire que dans un an, il faut faire le point. On ne remet plus au calendrier grec les décisions à prendre. Et c'est pour cette raison que je suis plutôt optimiste. C'est pour cette raison-là. Alors, je vois qu'il y a plein de... Alors, il y a aussi Est-ce que ça vous...
Ça vous... Ça va, ça vous convient? Alors, il y a un monsieur là-bas derrière qui fait un grand signe. Et là aussi. Et là aussi. Voilà. Et puis, il y a plein d'enfants. Il y a du monde au fond. J'ai une question. Quand vous parlez de nucléaire, le nucléaire, quand il détruit la planète, c'est-à-dire... Quand? J'ai dit, le nucléaire, Oui. quand vous dites qu'il détruit la planète. Ah, non, j'ai pas dit ça. Non, il peut. Le nucléaire, c'est dangereux. Mais le nucléaire, c'est une énergie extrêmement... Le nucléaire permet d'obtenir beaucoup d'énergie. Au moment où les atomes se cassent, l'atome d'uranium, quand il se casse en deux, il produit énormément d'énergie. Et donc, c'est cette énergie, cette chaleur qu'on utilise pour produire de la vapeur, faire tourner une turbine comme une cocotte minute et produire de l'électricité. Mais c'est un matériau extrêmement dangereux. Monsieur, là-bas, vous vouliez parler, je crois. Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. En fait, moi, j'ai un problème avec quelque chose. J'ai l'impression que maintenant, pour pouvoir respecter l'environnement, pour ne pas avoir acheté des bananes qui viennent de Guyane ou des choses comme ça, il faut être riche. Parce que ça coûte très cher. Et donc, en fait, c'est très compliqué parce que forcément, quand on est dans un magasin, on trouve du lait à 10 centimes et du lait à 1 euro. 90% des personnes vont acheter celui à 10 centimes. Alors, ce n'était pas à 10 centimes, hein, c'était entre 1 euro et 1,10 €, hein, ou Oui. 80 et... Non, mais c'est vrai que les boutiques centimes. bio coûtent Mais c'est beaucoup vrai. plus cher. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Et je n'ai pas la solution. Je n'ai malheureusement pas la solution. Et les problèmes environnementaux sont intimement liés au pouvoir d'achat des Français, et pas que des Français. Et il faut réussir à trouver cette équation. Il faut réussir à produire, à fabriquer des produits qui vont malgré tout être accessibles. Mais je dirais qu'en même temps, il faut aussi faire preuve de sobriété. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce litre de lait va coûter 10 centimes de plus, mais dans l'usage que nous faisons du lait, qui peut me dire que jamais il ne jette pas la moitié du bol de lait de son enfant le matin avant de partir à l'école? Donc c'est là où il faut se poser la question. Est-ce que je dis à mon fils ou à ma fille, non, tu bois le lait parce que la vache, elle ne l'a pas fait pour rien, et puis j'achète du lait bio, ou j'achète du lait conventionnel et puis j'en jette la moitié. Mais je comprends ce que vous dites, et je ne suis pas décideur, je n'ai pas la solution. Malheureusement, si je pouvais vous apporter la solution, évidemment, je le ferai avec grand plaisir. Monsieur, je crois là-bas, là où vous voulez prendre la parole, enfin, il y a plein de demandes de parole, puis il y a tous les enfants, bien sûr. Alors, bonjour Jamy. Bonjour. J'avais une question. C'est au sujet de la consommation de la viande, qui revient quand même à 51% de la cause écologique. Et je voulais savoir votre avis là-dessus. Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Notre assiette, c'est grosso modo 25% des émissions de CO2, de nos émissions de CO2. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'on émet chacun d'entre nous 10 tonnes. Eh bien, sur ces 10 tonnes, il y en a un peu plus de 2 à cause de notre alimentation. Effectivement, la viande, les protéines animales émettent plus de CO2 que les protéines végétales. Et si on veut hiérarchiser les protéines animales, le mouton et l'agneau en émettent, je crois, aux alentours de 30-35 kilos de CO2 par kilo de viande produite. Ensuite, il y a le bœuf, on est aux alentours de 25-27 kilos. Ensuite, le porc et le poulet.
Donc évidemment, si on réduit notre consommation à la fois de bœuf et d'agneau, on va considérablement faire chuter nos émissions de CO2 et également de porc et de poulet. Et on peut le faire sans pour autant devenir vegan ou végétarien, puisque on sait aujourd'hui que nos besoins sont largement couverts par ce que l'on consomme. Mais encore une fois, il faut être mesuré, il faut être nuancé, un peu de nuance. Comme disait Nietzsche, malheur à moi, je suis une nuance. Exactement. Eh oui. Question Voilà. dans le fond de la salle, je crois. Alors, il y a plein de questions. Il y a toujours les enfants qui ont des questions, bien sûr. Hein, je tiens à dire, parce que je peux faire leur avocat parce qu'ils sont juste devant moi. Mais évidemment, il y a aussi des questions d'adultes. Alors, on va un petit peu faire parler les adultes, puis on reviendra à vous après. Bonsoir, Jamy. Bonsoir. Donc, du coup, j'avais une question plutôt sur les futures créations qui peuvent nous permettre d'être plus responsables. Donc, notamment, justement, l'exemple des voitures électriques. Moi, j'étais un peu anxieux vis-à-vis de ça, par exemple. Notamment, j'avais vu plusieurs documents dessus où il y a des entreprises dont le but, en fait, est d'extraire par exemple, les minerais pour construire les batteries en lithium, donc des voitures comme des téléphones. Et avec l'augmentation de l'usage des voitures électriques, donc on prévoyait un certain pourcentage d'augmentation de ces voitures, par exemple, en 2026. Et les entreprises qui ont pour job d'extraire ces minerais disent qu'elles ne savent pas où à l'avenir elles vont le trouver. Donc mon inquiétude, elle porte sur est-ce qu'à l'avenir, on aura beau avoir le savoir théorique de la machine qui nous permettra d'être le plus éco-responsable possible et que finalement, dans la pratique, on sera incapable de la réaliser parce qu'on sera limité par les ressources qui seront indisponibles dans la Terre. Peut-être, je ne le souhaite pas. Mais effectivement, on peut se poser la question. Aujourd'hui, le lithium, on le récupère énormément dans du sel. Il y a des pays qui sont producteurs, enfin dans lesquels on extrait du lithium, comme la Bolivie, le Salar de Uyuni, qui est une source. Mais on travaille en même temps sur d'autres projets de batteries qui n'utiliseraient pas de lithium. Donc, je crois que la technologie ne s'arrête pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on parle de batterie lithium-ion que tous nos véhicules fonctionneront demain avec des batteries lithium-ion. Je fais confiance, mais encore une fois en étant mesuré. Je fais confiance à la recherche pour mettre au point ces nouvelles batteries qui aujourd'hui sont à l'étude. Notamment, il y en a une qui fonctionne avec du cuivre. Je croise les doigts et j'espère. Hein, mais je ne peux faire que cela, qu'espérer. Ou me désespérer en me disant ça ne fonctionnera pas. Donc une autre dans le fond avant de revenir devant la scène. C'est quoi le plus polluant pour les transports entre le bateau et l'avion? C'est quoi le plus polluant entre l'avion et le bateau? Alors, c'est l'avion, incontestablement. L'avion pollue beaucoup plus. Aujourd'hui, on estime que l'avion représente, on va dire, entre 4 et 6% des émissions de dioxyde de carbone. Le bateau lui permet de transporter des charges beaucoup plus importantes. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas polluant, mais il pollue moins que l'avion. Si tout ce qui est transporté en bateau était transporté en avion, eh bien, les émissions de CO2 seraient beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Allez, une question pour les enfants. Nous, on a beaucoup ramassé les déchets dans la rue.
beaucoup de déchets, mais est-ce que ça a servi à quelque chose? Est-ce que ça t'a fait plaisir de les ramasser? Est-ce que vous pouvez lui redonner le micro? Oui. Oui. Est-ce que ça t'a fait plaisir de les ramasser? Oui. Eh bien, déjà, ça a servi à quelque chose. Ça a servi à ça, ça a servi à... Tu ne les as pas ramassés seuls? Non. Comment ça s'est passé? Raconte-moi. On a pris des gants et on les a ramassés, nous 3. Vous 3. Donc déjà, c'est quelque chose que vous avez organisé, vous 3. Donc ça a été un bon moment. Donc vous avez passé déjà un bon moment à faire quelque chose d'utile. Eh bien ça déjà, c'est quelque chose de merveilleux. Tu vois, tu t'en souviens, tu m'en parles aujourd'hui. Merci. Et je crois que... Non mais comment tu t'appelles? Sarah. Alors ce que vient de dire Sarah, c'est très important. Le respect de notre environnement, ce n'est pas une punition. Tout à l'heure, je vous ai parlé du compost. Vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai eu à faire du compost chez moi avec mes enfants, quand ils avaient l'âge des enfants qui sont devant. C'est un exercice formidable. Vous partez de déchets qui sentent mauvais, des rebuts que vous ne voulez plus voir, et 6 mois après, vous grattez à la base de votre compost et vous ressortez une matière qui sent divinement bon. Ça sent le sous-bois. Et entre les deux, vous avez expliqué à vos enfants le cycle de la vie. Vous avez fait un tout petit geste. Vous y avez pris du plaisir, mais d'un seul coup, vous avez fait comprendre à vos enfants comment fonctionnait le cycle du carbone, de l'azote, et d'un seul coup, toutes ces notions qui sont extrêmement complexes à comprendre aujourd'hui deviennent accessibles, et sans donner de leçons, sans rien faire, vous avez créé une conscience de l'environnement dans lequel vous vivez. Il y a un petit garçon avec un micro là, juste devant nous. En fait, c'est quel engin qui pollue le plus dans la Terre? Ah, quel engin! Eh bien, ça dépend comment on utilise cet engin. Je te fais une réponse de Normand. Tout dépend de la manière dont tu l'utilises. Si tu as une voiture, mais que cette voiture, tu l'utilises... Alors, ce n'est pas la voiture, hein, mais si tu as une voiture, mais que ta voiture, tu l'utilises uniquement pour faire des grandes distances, eh bien, elle va moins polluer que si tu l'utilises pour faire les grandes distances, pour aller chercher du pain, pour aller à l'école, pour aller faire du sport. Ta voiture, eh bien, à ce moment-là, elle va devenir trop polluante. C'est la façon dont on utilise les choses parfois qui fait qu'elles sont polluantes. Tout à l'heure, tu sais, j'ai parlé du téléphone et des vidéos qu'on a sur nos téléphones. Eh bien, c'est la manière dont on va les regarder, les utiliser, la manière dont tu charges ton téléphone qui vont faire que ton smartphone, eh bien, il peut devenir polluant alors qu'il aurait pu l'être beaucoup moins. J'adore ça parce qu'il y a une forêt de bras levés devant nous, d'enfants qui veulent poser des questions. Mais c'est tout à fait... Alors, c'est Nathalie qui dispatche. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, Bonsoir. Merci pour votre discours très passionnant. Merci à la médiathèque et à la municipalité pour ce festival. On parle beaucoup donc dans le transport des voitures électriques, des camions électriques. Mais est-ce qu'on est réellement prêt pour ce mode? Car tout le monde n'a pas de la chance d'avoir un garage pour recharger sa voiture le soir. Est-ce que demain, on va avoir des bornes électriques sur toutes les places de parking? Et surtout l'hiver, quand les chauffages vont tourner et que toutes les voitures, les camions, les vélos, tout va recharger en même temps, notre capacité sera là pour faire face à cette demande. Alors, en ce qui concerne la capacité, c'est tout l'objet justement des 6 scénarios qui ont été proposés par RTE. Encore une fois, je suis désolé d'en parler beaucoup, mais parce que je pense que le problème énergétique est un problème crucial et c'est vraiment le cœur du sujet. Dans les scénarios qui ont été proposés, on a envisagé évidemment
tout ce que vous venez de citer. Et on sait que pour compenser les énergies fossiles qui ne seront plus utilisées et pour compenser l'augmentation de la consommation d'électricité liée à la relocalisation de certaines industries et l'usage de ces véhicules électriques, par exemple, eh bien, il va y avoir une augmentation de 35% de la consommation d'électricité d'ici 2050. Et donc, toutes les solutions qui ont été proposées, et c'est pour ça que c'est très important, toutes les solutions qui ont été proposées ne sont pas des solutions dans le vent, ce sont des solutions qui tiennent compte de ces augmentations et qu'aujourd'hui, on a vraiment devant nous eh bien, une feuille de route avec des choix, mais tous ces choix eh bien, tiennent compte de ces augmentations. Et une autre question ici, peut-être, monsieur? Oui, bonsoir Jamy. Bonsoir. Il est bien connu que les arbres captent le CO2. Oui. Que pensez-vous du président brésilien qui attend 2030? Il a ramené, je crois, à 2028 pour arrêter la déforestation de la forêt amazonienne. Eh bien, je ne sais pas quoi vous dire, ce que j'en pense. C'est nul. Voilà. Bon. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, en ce moment, au moment où nous parlons, nous avons des experts de ces questions qui planchent en ce moment à Bruxelles pour mettre au point une directive européenne qui va sortir dans les semaines qui viennent, les mois au plus, qui va interdire un très grand nombre de produits dont la fabrication est liée à la déforestation. Donc c'est une réponse concrète à ce qui se passe en ce moment au Brésil. Et vous avez raison de le dire, cette année, les destructions de forêts ont augmenté de 22%. La destruction de la forêt a augmenté de 22% en 2021 par rapport à 2020. Alors, il y a un petit garçon devant. Vas-y, parle dans le micro. Jamy, j'avais une question. C'est que le CO2, comment il se produit? Comment se produit le CO2? Alors, dans CO2, il y a le mot carbone. Tu vois, le C, c'est le carbone. Et le O, c'est l'oxygène. O2, parce qu'il y a, allez, on va dire un atome, tu sais, c'est un petit grain de matière. Un petit grain de matière de carbone. Et puis, 2 oxygènes. C'est dans ce sens? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est un oxygène, 2 carbone. Non, c'est ça, non, c'est un carbone, 2 oxygènes. Pardon. CO2. Et donc, c'est la fin. Voilà. Et il se trouve que ce carbone et cet oxygène, eh bien, ils s'adorent. Ils adorent se combiner entre eux. Et donc, quand ils se retrouvent l'un à côté de l'autre, ils vont se combiner. Donc, tu vas avoir du carbone et de l'oxygène qui vont se combiner. Quand on met de l'essence dans une voiture, dans l'essence, pour qu'il y ait de la combustion, il va falloir de l'air. Dans l'air, il y a de l'oxygène pour que l'essence brûle. Okay ? Et cette essence, eh bien, elle contient du carbone. Et sous l'effet de la chaleur, eh bien, le carbone et l'oxygène vont se combiner. On va utiliser la chaleur pour faire fonctionner le moteur, mais en même temps, au moment où ça brûle, eh bien, le carbone et l'oxygène vont se combiner ensemble. On veut de la chaleur, sauf que pour avoir cette chaleur, eh bien, la conséquence, c'est que le carbone qui est dans l'essence et l'oxygène vont se combiner et ça va faire du CO2. Est-ce que c'est clair ? Alors peut-être 2 dernières questions, hein, on va dire, parce qu'il va être 6h30. Une petite question. Est-ce que vous pensez que l'écologie il y a une prise de conscience
Mais est-ce que vous pensez que c'est un outil marketing aussi au niveau des entreprises? Alors, et la deuxième petite question, est-ce que du coup, vous pensez qu'une croissance zéro est un moyen de moins dégrader notre planète? Alors, il y a 3 questions. La première, c'est sur l'environnement. Est-ce que l'environnement est... est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience? Très sincèrement, j'en suis convaincu. Je vais simplement vous citer un exemple. Quand j'ai commencé à faire ce métier, eh bien, on faisait de temps en temps une émission consacrée à l'environnement. Allez, on faisait un C'est pas sorcier consacré à l'environnement. Ça durait 26 minutes. Et puis, c'était terminé. On en faisait une autre, peut-être 6 mois, 1 an après. Aujourd'hui, et cela depuis maintenant une dizaine d'années, l'environnement est la toile de fond de toutes les émissions que l'on fait. Ça ne veut pas dire qu'on choisit de faire une émission sur l'environnement, mais tous les sujets que l'on traite, eh bien, sont intimement liés à l'environnement. C'est-à-dire que malgré nous, dans le développement que nous faisons des sujets, eh bien, le développement est lié à l'environnement. Donc, c'est bien la preuve que ce sujet imprègne notre société et imprègne nos questionnements. La deuxième chose, est-ce que c'est un objet marketing? Je pense que ça l'a été, mais que ça le sera de moins en moins. Lorsque des entreprises comme Arcelor, par exemple, investissent 8 milliards pour produire de l'acier décarboné, ce n'est pas du greenwashing, dont 1 milliard consacré aux usines de Dunkerque. Quand Carrefour investit 1,5 milliard pour décarboner ses magasins, ce n'est pas du greenwashing. Ça fait partie des exemples, vous voyez, des tendances de fond dont je vous parlais tout à l'heure. Et je pense que ça répond aussi un petit peu en partie à la question que vous me posiez tout à l'heure. Comment doit-on faire, vous, jeune génération, pour avoir confiance? En fait, parfois, il se passe des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu directement. Or, dans notre société, il est en train de se passer des choses. Alors, j'espère qu'il s'en passe assez et que ça va assez vite pour qu'on atteigne cet objectif de contenir le réchauffement en dessous de 2 degrés. J'espère. Mais en tout cas, je ne peux que constater qu'il se passe des choses aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que je suis optimiste. Bon, je propose une dernière question. Bonsoir Jamy, j'ai une question pour le compost. On n'entend pas. J'ai pas entendu. Bonsoir Jamy, j'ai une question concernant le compost. Oui. Quand on va mettre un compost dans notre jardin, ça va faire... Qu'est-ce que ça va faire pour la planète? Eh bien, ça va faire... Alors, je vais reprendre rapidement mon explication. Si tu n'as pas de compost, tes déchets verts, les épluchures de pommes de terre, d'oranges, etc., tes coquilles d'œufs, tout ça, tu mets ça dans la poubelle. D'accord? Toutes les semaines, ces déchets-là, ça représente 1/3 du volume de la poubelle. Et ces déchets-là, quand tu les observes au microscope, à la loupe, dans leur composition, c'est essentiellement de l'eau. Tu vas mettre ces déchets dans ta poubelle et ces poubelles, elles vont partir à la déchetterie et on va les brûler. On va utiliser de l'énergie pour faire de la vapeur d'eau. C'est quand même dommage. Alors qu'on cherche à se débarrasser de déchets. On va brûler de l'eau. C'est quand même quelque chose d'insensé. Alors que si tu fais du compost, eh bien, tous ces déchets ne partiront pas à la déchetterie. Ils vont aller chez toi, tu vas les transformer. Et 6 mois plus tard, au printemps, quand tu vas faire des jardinières, quand tu vas faire pousser des radis dans ton jardin, eh bien, tu vas utiliser ces déchets comme terreau. Et donc,
eh bien, tu auras évité de faire brûler des déchets et d'émettre dans l'atmosphère des gaz à effet de serre que tu aurais pu transformer en compost dans lequel tu fais pousser des radis. Voilà, et les plantes pousseront mieux. Voilà. Voilà. Une dernière. La dernière des dernières. Dernière question. Bonjour. Là. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, moi, je viens d'un quartier à Bron, le Bron-Terraillon. Et justement, les circonstances font que malheureusement, il y a plusieurs jeunes, quand on était enfant, du moins, qui étaient dans des situations un peu difficiles et qui donc avaient tendance à rejeter l'école, les problématiques scientifiques, etc. Et clairement, le seul moyen que les profs avaient de nous intéresser un petit peu à ces sujets, c'était vos émissions. Et beaucoup de nous, quand on était petits, préféraient regarder vos émissions plutôt que les dessins animés, Internet, etc. Et du coup, ma question, c'était simplement qu'est-ce qui vous a poussé à faire tout ce travail de vulgarisation aujourd'hui? Voilà. Mais je crois que tout simplement, au départ, je suis journaliste comme Christophe. Je me pose des questions, j'aime bien trouver les réponses et je m'épanouis à travers ces réponses. Et puis ensuite, parce que je suis journaliste, et une fois encore comme Christophe, parce que j'aime raconter, j'aime dire, eh bien j'aime transmettre. Et donc, je me suis retrouvé à un moment donné de mon activité à travailler sur une émission de science qui n'était pas C'est pas sorcier. Une émission de science qui était un sujet que je ne connaissais pas. Je ne suis pas scientifique. Mais je me suis posé des questions, comme j'aurais pu me poser des questions sur un sujet de société, un sujet politique, un sujet économique. Et je me suis épanoui en comprenant, en allant chercher des réponses. Et je me suis dit, je veux faire partager cet épanouissement au public. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est simplement l'envie de faire partager le plaisir de comprendre. Et aujourd'hui, je pense que pour appréhender le monde dans lequel nous vivons, pour appréhender toutes les questions qui ont été posées ce soir, sans être dogmatique, en ayant une opinion, mais en écoutant aussi celle des autres, eh bien, cette culture scientifique me semble indispensable. Parce que sans cette culture scientifique, je doute que l'on puisse comprendre ce qui se passe réellement aujourd'hui avec l'environnement, avec le réchauffement climatique. Si on n'a pas compris comment fonctionne l'effet de serre, la question que posait un enfant tout à l'heure, eh bien, je crois qu'on mesure difficilement ce qui est en train de se passer. Si on n'a pas ces petites notions en tête très claires, ces concepts qui sont assez simples, eh bien, on peut avoir un peu de mal à agir par rapport à des personnes chez qui c'est très clair. Et donc je milite, moi aujourd'hui, pour que ces connaissances soient rendues le plus accessibles possible, pour que justement on aille vite, qu'on comprenne vite ce qui se passe et que ce n'est pas difficile à comprendre. Merci beaucoup, Jamy. Merci. Merci.